Merci à tous ceux qui ont préparé cette réunion. Bonjour, bonsoir à vous toutes et toutes. Vous avez vu Poujadas présenter le code du travail au journal télévisé? Il le prend comme ça, il dit 1,4 kg. C'est redoutable, hein, parce qu'on parle tous d'un code, on dit les protecteurs et tout, mais 1,4 kg. 1,4 kg en une seule image, devant 5, 6, 7 millions de personnes au journal télévisé, ça crée la distance. C'est pas pour vous, il fait 1,4 kg. Il est trop gros. Vous croyez qu'il vous défend? Mais on a bien raison de vouloir le simplifier. Vous l'avez jamais ouvert, vous l'avez jamais lu, 1,4 kg. Bayrou avait fait la même chose, à des paroles et des actes. Il avait jeté le code devant Poujadas encore, en disant 3990 pages, c'est ça qu'empêche de travailler en France. Puis après, il a montré le code du travail suisse, regardez, il est tout petit, et c'est ce qui fait qu'il n'y a que 5% de chômeurs en Suisse. En 2-3 phrases, il prenait des millions de gens pour des gogos. Une insulte vulgaire. L'obésité du code, la grossièreté du code. Enfin, c'est Dalloz qui l'imprime. Dalloz, en fait, il imprime 675 pages de loi, 250 grammes, et 3300 pages de commentaires, d'arrêtés, de décrets, de glossaires, de sommaires, de jurisprudence, de commentaires de la jurisprudence, qui sont comme dans tous les codes. 3300 pages. Comme si vous éditez François Sagan amendé par Marcel Proust. C'est trompeur. C'est trompeur. Et puis quand on déroule le code suisse, il ment parce qu'il n'y a pas de code du travail en Suisse. C'était un traité pour la paix au travail entre les cantons. Et qui, par ailleurs, dans chaque canton, c'est du droit civil. C'est pas du droit du travail. Et le droit civil de chaque canton est plus gros que le code du travail qu'elle avait montré précédemment. Et s'il y a 5% de chômeurs en Suisse, c'est parce que c'est des frontaliers, alors quand ils sont au chômage, ils s'inscrivent dans leur pays d'origine, ce qui rend aussi encore le chiffre faux. La somme de bourrage de crâne, de mépris, qu'il y a contre nos compréhensions, nos connaissances, notre culture, sur le droit du travail est considérable. Je reviendrai tout à l'heure sur la façon dont Valls a fait semblant de dire qu'il avait modifié quelque chose. Mais depuis le début, on dit qu'il faut le simplifier. Mais il y a une mémoire de poisson rouge dans ce pays. Il a déjà été simplifié entre 2004 et 2008. Il faut le réécrire. Mais il a déjà été réécrit entre 2004 et 2008. Il faut le réduire. Mais il a déjà été réduit. Ils ont enlevé 10%. Ils ont enlevé un livre sur 9. Ils ont enlevé 1 500 000 signes. Ils ont enlevé 500 lois sur 1150 entre 2004 et 2008. Et après, ils ont redécoupé les 500 lois restantes, alinéa par alinéa, en 3850 lois. En les renumérotant à 4 chiffres au lieu de 3 chiffres. Et en fait, il y a, avec 3850 lois, plus de lois, mais moins de lois en vérité que ce qu'il y avait quand il y avait 1150. Et tout ça, c'est oublié. Celui qui a fait la recodification du Code du travail entre 2004 et 2006 s'appelle Jean-Denis Combrexel. Celui qui vient de le nommer pour réécrire le Code du travail jusqu'en 2019 s'appelle aussi Jean-Denis Combrexel, c'est le même. Sauf qu'à l'époque, il était directeur général du travail. Maintenant, il préside la Chambre sociale au Conseil d'État, et c'est lui qui interprète les lois qu'il a auparavant faites et qui leur donne la véracité ou pas, et qui a donné leur primature à la dernière mouture de ce que Valls nous présente. Il y a quelque chose ça rend, pour ceux qui connaissent, alors, le Code du travail, c'est vrai qu'il n'est pas si connu que ça, parce qu'il est le moins enseigné de tous les codes. C'est le code, il est fait pour être pas connu. Il est le plus dénigré. Il est le plus fraudé. Et pourtant, c'est le code le plus intime, le plus vital, le plus essentiel pour 18 millions de salariés du privé qui, c'est vrai, ne le connaissent pas tous. Mais à un moment donné, ils vont chercher un article qui va les défendre, qui va leur donner du droit, qui va leur donner de la dignité, qui va garantir leur emploi ou leur salaire. Si une seule fois dans sa vie, Valls avait passé une serpillière dans une circonscription, dans une cantine de sa circonscription, il se serait intéressé au Code du travail. Si Bayrou avait passé quelques mois dans un chantier, il n'aurait pas pu traiter comme ça le code qui aurait pu protéger sa vie, lui faire porter des chaussures de sécurité ou bien tenir un garde-corps. Parce que c'est pour ça qu'il est en partie gros, le code. C'est parce que dedans, il y va de la vie de chacun, de l'intimité, du droit, de la protection de chacun. Et ça, c'est une histoire qui remonte en France à 170 ans. Il faut voir, simplement, ça vient avec le docteur Villermé. Le docteur Villermé, 1840. Il fait la première étude sur la situation des fabriques en France. Il va dans 20 villes différentes. Il regarde les gens travailler
15 heures, 16 heures, 17 heures par jour. Les femmes et les enfants mourir au travail. Et le bon docteur Villermé, quand il décrit tout ça, dit ensuite, il faut travailler moins. Et l'histoire du Code du travail, c'est l'histoire de la réduction du temps de travail pendant 170 ans. Ça se résume à ça, vous savez. Parce qu'il faut 80 ans pour qu'on passe de la journée de 17 heures à la journée de 10 heures. 1840, 1920, et encore c'est dans les textes, c'est pas dans la vie réelle. Et à l'époque, on se bat pour les 3-8. 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de sommeil. C'est bien que ça les 3-8. Parce que ça permet au corps humain de vivre. Le corps humain, il n'est pas animalisable. Il n'est pas sommélisable. Et la vie avec les enfants, la vie avec la famille, la vie simplement pour respirer, elle a besoin de 3-8. Elle n'a pas besoin qu'on compte, comme le propose Madame El Khomri, tous les 3 ans les heures supplémentaires. Elle a besoin 3 fois par jour d'un rythme particulier pour qu'on puisse être au minimum heureux et un peu ne pas dépendre totalement de l'activité productive qu'est la nôtre. Alors, en 1920, la journée de 10 heures. Puis après, c'est la semaine, mais ça vous le connaissez tous par cœur. C'est les 40 heures en 1936, les 39 heures en 1982, les 35 heures en 1997, chaque fois avec la gauche unie. Et quand vous avez cette réduction du temps de travail en 70 ans, on fait 4 choses en même temps. La première, c'est qu'on double le nombre de salariés. Parce qu'en 1936, il y avait 9,5 millions de salariés. En 2002, environ 18 millions. La deuxième, c'est qu'on produit plus. On ne sait même pas calculer. Parce qu'en 1936 jusqu'à 2002, peut-être le produit intérieur brut est multiplié par 4, par 5 ou par 6, on ne sait pas bien. Et la troisième, c'est qu'on gagne plus. Là non plus, on ne sait pas calculer, mais on sait tous qu'on a gagné plus entre 1936 et 2002. Et on a fait ces 3 choses. Doubler le nombre d'emplois, produire plus, gagner plus, en réduisant la durée du travail de 40 heures à 35 heures. Ça a marché pendant 70 ans. Pourquoi veut-on maintenant des intégristes tourner la roue de l'histoire à l'envers en osant travailler plus pour gagner moins? Qu'est-ce qui est arrivé de nouveau? Parce que dans les 70 ans, il y a déjà eu une guerre mondiale et 2 guerres coloniales. Et on a pu travailler moins en produisant plus. Qu'est-ce qui arrive maintenant pour qu'il soit impérativement nécessaire de renoncer aux 35 heures, de travailler plus et de gagner moins? Qu'est-ce qu'il y a d'impérativement nécessaire pour ça? Quel est ce type de crise dont on nous parle? Évidemment, ils n'ont pas de réponse à ça. Mais le Code du travail n'est pas seulement que la réduction du temps de travail. C'est aussi la protection de la dignité des salariés dans l'entreprise. L'origine, c'est la catastrophe de Kouria, cette fois. C'est pas le docteur Villermé. La catastrophe de Kouria, c'est 1906. Vous avez un coup de grisou dans la mine, en Pas-de-Calais, et vous avez 1099 morts. Et le patron de l'époque se comporte comme un salopio. Il exige la reprise du travail immédiatement avant qu'on ait trouvé les survivants. Il exige que le travail reprenne avec tous ceux qui sont là, parce que sinon, dit-il, le charbon polonais va arriver. 1906. Il exige, sinon il dit, je mets la clé sous la porte et je ferme la mine. Les gens reprennent le travail, et au bout de 12, 13, 14 jours, on va retrouver 13 plus 1 survivant. Alors le choc dans l'opinion va être considérable. Il n'y a pas BFM Télé, hein. Il n'y a pas iTélé à cette époque-là. Mais le choc dans l'opinion est tellement considérable qu'il est décidé une chose historique, c'est de créer le ministère du Travail. 1906. Le ministère du Travail est créé pour résister, écoutez-moi bien, au ministère de l'Économie. Le droit du travail qui se constitue, et le Code naît en décembre 1910, le droit du travail qui se constitue est une résistance aux exigences des entreprises. C'est en opposition aux règles de compétitivité, de rentabilité, de profit, que ce droit se construit. Alors quand François Hollande, en septembre dernier, dit exactement dans sa conférence de presse, nous allons adapter le droit du travail aux besoins des entreprises. C'est une vraie contre-révolution conceptuelle, historique, juridique, théorique, pratique, fondamentale, avec un siècle d'histoire. C'est au lieu que pendant un siècle on adapte les entreprises aux besoins des humains, nous allons maintenant adapter les besoins des humains aux entreprises. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir une seule seconde d'hésitation pour dire qu'il faut le retrait de la loi El Khomri. C'est incompatible philosophiquement
d'adapter les humains aux entreprises ou d'adapter les entreprises aux humains. C'est un choix historique que pendant la France a fait de 1910 jusqu'à l'année dernière, et Hollande, Valls, Macron, tout ça veulent nous imposer un choix historique contradictoire, avec un siècle de notre propre vie sociale, avec un siècle de nos propres droits, avec un siècle de nos traditions sociales. Et c'est intolérable, tout est dans l'article 1 de la loi El Khomri. C'est celui qui dit les libertés et les droits fondamentaux des travailleurs sont soumis au bon fonctionnement des entreprises. Nous nous sommes toujours battus pour que le bon fonctionnement des entreprises soit soumis au respect des libertés et des droits des salariés. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on est membre de l'Organisation internationale du travail, OIT, celle qui veut un droit international universel du travail sur la planète. On veut que nulle part les enfants travaillent. On veut que partout la durée du travail soit limitée. On veut que partout il y ait des droits syndicaux. On veut que partout la santé, l'hygiène, la sécurité des salariés soient protégés. On veut que partout le droit du travail, écoutez-moi bien, soit constitutif du droit de la concurrence et non pas exclu du droit de la concurrence. Alors comment pourrions-nous accepter une loi comme celle d'El Khomri qui nous propose maintenant d'adapter le droit boutique par boutique, rue par rue, entreprise par entreprise, contre l'aspect, la volonté universaliste, progressiste de toute l'histoire du socialisme pour pouvoir faire que le droit concerne tous les humains sur la planète. Le droit du travail, c'est les droits de l'homme et de la femme au travail. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, la Charte fondamentale des droits humains européenne de 1999, les conventions de l'Organisation internationale du travail numéro 81, pour ce qui est par exemple de la défense de l'inspection du travail, ou numéro 158, pour ce qui est de la défense du droit du licenciement. Là, c'est assurer la protection face à celui qui veut produire plus, l'employeur, l'entreprise. Alors, tu ne comprends plus l'entreprise, m'a-t-on dit. Je crois que si. Bon, personnellement, évidemment, comme tout le monde, j'ai travaillé. Je suis un fils d'ouvrier, mon père était menuisier chaudronnier, ma mère était aide-soignante. J'ai fait 12, 14, 15 métiers pour gagner ma vie, comme tous les mômes. Et ensuite, j'ai passé un concours, je suis devenu inspecteur du travail. J'ai visité à peu près 9 à 10 000 entreprises en 30 ans. Et j'ai vérifié chaque modification du Code du travail. Quelque part, du point de vue personnel, il y a une intimité longue avec l'entreprise. Parfois, je la connais bien mieux que les patrons, qui ne connaissent que la leur et que le bout de leur nez. Et tandis que j'ai visité dans tous les secteurs, petites, moyennes, grandes, toutes activités confondues. Mais celui qui crie comme Valls, vive l'entreprise, il faut avoir du vent entre les oreilles pour crier ça. C'est comme si vous criez vive les poissons. Il y a des requins, il y a des sardines. Aucune entreprise ne ressemble à une autre. Alors, l'entreprise, j'ai dit que c'était il y avait de l'exploitation, mais c'est un gros mot, l'exploitation. T'es sûr qu'il y a de l'exploitation? Stéphane Le Foll, à la télé, il a dit « Ah, Filoche, il pense que les patrons ne sont pas des humains. » Bien sûr que si, c'est des humains. C'est pour ça qu'on parle d'exploitation de l'homme par l'homme. Bon, après, Cazeneuve, il dit « Oui, mais c'est fini, tu comprends pas. L'entreprise n'est pas un lieu d'exploitation. » C'est quoi? C'est un non-signe. On n'est pas pour faire un assassin. Une entreprise qui n'exploite pas, elle meurt. Qu'est-ce qui se passe dans une entreprise? Le salarié vend sa force de travail. Tous les salariés. Ils essaient de la vendre le mieux possible. Et l'employeur achète la force de travail. Il essaie de l'acheter le plus bas possible. Et il faut des règles pour codifier ça. C'est là qu'arrive le syndicat, les institutions représentatives du personnel, le code du travail, la loi républicaine. Et il faut un état de droit dans l'entreprise. Il faut un ordre public social. Vous voyez, ils envoient un homme d'ordre. Je suis pour qu'il y ait de l'ordre dans l'entreprise. Je ne suis pas pour qu'il y ait de désordre à l'initiative de chaque employeur spécifique dans chaque entreprise. Je suis pour que les lois de la République s'imposent dans l'entreprise, pas au marché. Alors on me dit, oui, mais attention quand même, les patrons, ils donnent du travail. Mais les patrons ne donnent rien. Jamais un patron n'a donné quelque chose à un de ses salariés. Jamais. Jamais. Il vend, il achète, on vend, on achète, mais il n'y a pas de don. On m'a dit, oui, mais le grand patron là-bas, il fait vivre 50 000 personnes. Ben non, c'est 50 000 personnes qui le font vivre. Et dans cet ordre-là que les choses se font. Et à partir du moment où on restitue ce que c'est l'entreprise, il n'y a plus rien de choquant à avoir des droits et à se débattre pour les défendre. Parce que
il y a l'idéologie actuelle, on vous dit dans l'entreprise, vous êtes des collaborateurs. Vous avez entendu ça? Moi, c'est une expression quand je rentrais dans une boîte comme inspecteur, à chaque fois c'était la DRH qui me disait bonjour monsieur l'inspecteur, je vous présente mes collaborateurs. Alors je faisais là, je disais quoi, ils sont clandestins, vous n'avez pas déclaré, ils sont pas dans le registre du personnel. Je disais, mais si, monsieur l'inspecteur, ils sont dans le registre du personnel, bien sûr. Ils sont salariés, bien sûr. Ben, je dis pourquoi vous les appelez collaborateurs? On ne peut pas être à la fois collaborateur et subordonné. Parce que qu'est-ce qui caractérise un contrat de travail? C'est un lien de subordination juridique permanent. Dans l'entreprise, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de citoyenneté, il n'y a pas de liberté. Vous êtes subordonné. C'est l'employeur qui décide la naissance du contrat, la rupture du contrat, la gestion du contrat. Et vous êtes subordonné, pas collaborateur. Ça ne colle pas. On dit, bon, on l'appelle collaborateur, c'est pour les valoriser. Bah, si on avait mis le bon collaborateur en 1945-46 dans le code du travail, je ne suis pas sûr que ça aurait été valorisé. Je le dis parce que idéologiquement, c'est très important cette question-là de percevoir la place du salariat et la place du patronat. Ça ne se confond pas. Ils essaient de dire que dans l'entreprise, vous êtes dans le même challenge, vous êtes dans le même défi. Vous êtes dans le même bateau, enfin, jusqu'à ce que le patron il parte avec le bateau, vous restez à l'arrêt sur le quai au Pôle emploi, et vous comprenez à ce moment-là que vous n'êtes pas collaborateur, mais que vous êtes bien subordonné. Et c'est de la subordination que naît le besoin de contrepartie. C'est parce qu'on est subordonné qu'il y a un code du travail. Le code est la contrepartie à cette situation de subordination. C'est pour ça que le MEDEF avait fait il y a 3 ans, c'était dans les lycées locaux rue Bagram à Paris, un colloque 3 jours sur la soumission librement consentie. En anglais, j'ai un très mauvais anglais, je sais pas, je le dis, c'est compliance without pressure. Et l'idée était de dire non, vous n'êtes pas subordonné, vous êtes à égalité, vous êtes bien, vous collaborez dans l'entreprise. Et donc vous n'avez pas besoin de droit spécifique. Donc vous n'avez pas besoin de code du travail, puisque vous êtes librement, de gré à gré, en contractant avec nous, moi, employeur, et vous, salarié. Et toute la démarche actuelle est d'essayer de gommer la subordination pour vous donner une fausse égalité de contrat entre le salarié et l'employeur, afin qu'il n'y ait plus de règles spécifiques pour moduler, décrire, fixer, régler la façon dont l'exploitation se fait. C'est un vrai changement théorique qu'ils sont en train d'essayer de faire. Bon, et après vous avez, ils disent le code est gros, alors j'ai déjà réfuté tout à l'heure Poujadas, mais il n'est pas assez beau. Il y a 500 morts par an du travail. Il y a 4500 handicapés du travail, des handicaps sérieux. Il y a 700 suicides reconnus comme étant liés au travail. Vous avez 100 000 morts par l'amiante. Vous avez plusieurs dizaines de maladies, milliers de maladies professionnelles, parce qu'on ne sait pas bien les compter en France, moins que dans d'autres pays européens. On va me dire, mais tu exagères, c'est plus Zola. J'ai entendu 1000 fois ça. Mais c'est pire que Zola, excusez-moi. Parce que c'est plus les coups de grisou qui tuent comme la courrière. C'est des accidents cardiaques et vasculaires. Vous en avez 250 000 par an, je ne suis pas drôle dans le pays. Et demandez au professeur Grimaldi, il vous dira que 1 sur 2 est lié au travail. J'étais juste à la veille de quitter, mais je suis en retraité bien sûr, et j'ai vu un homme de 54 ans, il avait fait une journée de 15 heures. Il sort, il va marcher, il était rédacteur en chef d'un grand journal, rue du 4 septembre à Paris. Il va marcher le long du boulevard du 4 septembre, l'avenue, il tourne rue Richelieu, il s'effondre, infarctus massif, il décède. Qu'est-ce que dit l'entreprise? Elle dit c'est pas un accident du travail. Est-ce que c'est un accident du trajet? Ils disent non, il est cardiaque. Évidemment, il était cardiaque, sinon il ne serait pas décédé. Mais ils ne font pas le rapport entre les 15 heures qu'il a fait dans la journée et l'accident qui l'emporte. Or, il y a un rapport. Ce rapport est le moins étudié, mais il est le plus profond pour des dizaines et des dizaines de milliers de salariés, sous le coup du stress, sous le coup du harcèlement, sous le coup du burn-out, sous le coup de la fatigue, sous le coup de la peur du chômage, sous les pressions qui peuvent être faites, sous l'accélération des cadences, sous les exigences de productivité accrue. Et donc, vous avez là, en fait, une situation qui exige qu'il y ait davantage de protection. À Agnières, là, il y a 1 mois, il y a un jeune homme, il avait 19 ans, et il est au 4e étage de son échafaudage, l'échafaudage était mal fixé, il a donc bougé, il n'y avait pas de point d'accroche pour son baudrier, il a chuté, il est mort. Quand je vois ça, je veux davantage de code. Quand je vois ça, je veux davantage de contrôle. Quand je vois ça, je veux davantage d'inspection du travail.
Quand je vois ça, je veux davantage de sanctions contre les employeurs qui ne respectent pas les lois et qui mettent ainsi en danger la vie de milliers, dizaines de milliers de salariés. Pas moins de code, plus de code. Il n'est pas trop gros, il faut qu'il grossisse son corps. Il faut des détails supplémentaires. Parce que les détails, c'est sur la chaussure de sécurité qu'on met. La chaussure de sécurité, elle évite 80% des accidents au pied. Parce que les détails, c'est sur la médecine du travail, qu'on va continuer à faire fonctionner comme une médecine de prévention, et non pas avec une visite tous les 4 ans, remplacée par un généraliste, ou par un service de santé au travail, dans lequel il n'y aura même pas de médecin. Donc en vérité, il ne faut pas aller dans l'esprit d'alléger le code, alléger. Ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait. La mémoire de Poisson Rouge, c'est sur le fait qu'il l'ait déjà fait entre 2004 et 2008. C'est pas normal qu'ils recommencent en disant on réécrit à nouveau tout. La façon de d'entendre le faire, en plus, est bien spécifique. Vous avez suivi le truc d'El Khomri. Alors, en fait, ça fait 3 ans. D'abord, il faut rappeler l'ANI, l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013. Ça donne sur 27 articles, ça va donner probablement 32 articles dans la loi Sapin du 14 juin 2013, qui va déjà élaguer toutes les protections contre le licenciement. Et ensuite, ils trouvent que ce n'est pas suffisant. Donc, ils engagent la loi Macron. La loi Macron 1, au départ, c'est 106 articles. À l'arrivée, c'est 308 articles. Et il y a des sondages qui disent les Français approuvent la loi Macron. 65%. Oui, mais 98% ne savent pas ce qu'il y a dedans, parce qu'elle a été faite exprès pour qu'on ne puisse pas suivre les 308 articles. Après, vous avez la loi Rebsamen, 44 articles. Après, vous avez le rapport Combrexel, 44 articles. Après, vous avez le rapport de Bruno Mettling, DRH d'Orange, commandé par Valls, 36 propositions. Ensuite, vous avez Badinter, pour qu'il vous fasse un préambule, 61 propositions. Et ensuite, vous avez la loi El Khomri, 45 articles, 151 pages. C'est-à-dire qu'en 3 ans, vous avez à peu près 500 articles qui touchent à tout le Code du travail, qui ne passent à l'acide des exigences du patronat. Parce que le patronat se réjouit, au fur et à mesure. Laurence Parisot, elle disait, la liberté de penser s'arrête là où commence le Code du travail. La vie, la santé, l'amour sont précaires, pourquoi le travail ne le serait-il pas? Ça sonne comme un menuet, mais on peut faire difficilement plus réactionnaire. C'est pas vrai, bien sûr, parce que l'humanité, depuis toujours, depuis l'âge des cavernes, lutte contre la précarité. On a lutté contre la précarité du froid, de la faim, de la maladie. L'aspiration humaine est de dominer un peu son destin pour ne pas subir la précarité. On a inventé l'agriculture pour lutter contre la précarité de la cueillette. On a inventé l'élevage pour lutter contre la précarité de la chasse. On lutte contre la précarité de nos amours. Et vous avez cette femme qui arrive qui dit 50 siècles d'erreur, vive Cro-Magnon, tout doit être précaire. C'est à peu près ça en une phrase ce qu'elle explique. Et alors vous avez en dernier, ah oui non, faut pas que j'oublie, c'est Gérard Larcher, je l'aime beaucoup celui-là, il a dit une fois pour la recodification de 2004-2008, il a dit il y en a assez que les ayatollahs de la Cour de cassation donnent des interprétations salafistes des temps forts du Code du travail. Et Gattaz, en août dernier, a dit le Code du travail est l'ennemi numéro 1 des patrons. Voilà, la boucle est bouclée, l'ensemble de leur propagande va jusqu'au fond, Poujadas 1,4 kg, et on balance. Et donc, c'est ce que s'efforce de faire la loi El Khomri, alors avec en 3 temps. C'est là que les gens ont du mal à comprendre, parce que, au fond, le préambule Badinter, 61 articles, c'est l'édulcoration, une version light, une version allégée, éthérée de l'ordre public social. Là, vous n'avez pas de chiffres, par exemple. Pas de chiffres. La durée du travail est normale. Le mot n'avait jamais été utilisé auparavant, mais la durée sera normale. Et Combrexel, donnant l'avis du Conseil d'État, dit c'est un terme inhabituel, mais ça va. Donc la durée devient normale, bien que ce soit inhabituel, mais ça ira, on ne parle plus ni des 35 heures, ni de la durée légale, ni de la durée maximale, c'est allégé et éthéré. Alors vous avez les droits de la personne seront protégés dans leur dignité dans les relations de travail. Quelqu'un m'a dit c'est bien ça. Ben, pourquoi il a mis la personne? On disait le salarié, donc on est en droit, c'est un domaine juridique. Mais la personne, ça peut être un non-salarié, ça peut être quoi, le VTC, l'indépendant, sur le même plan que le salarié. C'est évidemment écrit exprès de cette façon-là. Parce que tout le reste, c'est de cette façon. Vous avez écrit, par exemple, le seul chiffre, c'est quand il dit « Le travail des enfants sera interdit en dessous de 16 ans, point. Sauf si la loi en décide autrement. »
Le salaire sera versé avec périodicité et régularité. Le mot mensualisé, il l'a oublié en cours de route, parce que ça doit être trop précis si c'est tous les mois. Bon, et tout le préambule, vous le prenez avec cette grille de lecture pour voir qu'il enlève des choses, qu'il noie le poisson sur d'autres choses, et qu'il enlève tous les principes, toutes les références, par exemple. Peut-on être payé à la tâche? C'était interdit. Ça n'y est pas dans le préambule. Et il y a des impasses de cette sorte, tout le long, il faut être savant pour regarder le degré de trahison, de duplicité, de perversité. Mais l'ordre public social n'existe plus quand on a fini de regarder les 61 articles. Il n'existe plus. Alors après vient quoi? Le temps de la négociation. C'est-à-dire que la négociation remplace cet ordre qui est balayé, fondu. Et le champ de la négociation devient absolument décisif. Donc vous allez pouvoir négocier les heures supplémentaires, la prime pour l'habillement, et toutes sortes de droits quotidiens, intimes au travail. Je vais prendre les heures supplémentaires tout de suite, c'est le plus connu. Elles sont à 25%. Vous allez pouvoir négocier, entreprise par entreprise, les ramener à 10. Et même, il est dit, ce n'est pas forcément une majoration, ça peut être une compensation. Pas la même chose. Alors voilà, je vais vous faire moi j'étais en 3e arrondissement, j'ai encore les 3 entreprises dans le regard. On a une de 45, une de 35, une de 25, celle de 45 est rue Saint-Martin, celle de 35 est rue Bellet, et la 3e est rue Notre-Dame de Nazareth. Toutes les 3 dans l'habillement. La première, je sais, le patron, je le connais, c'est un patron de combat. D'ailleurs, les femmes qui travaillent, c'est que des femmes. Elles sont alignées par 4 rangées de 10. Et la contre-maîtresse est comme à l'école, sur une estrade pour les surveiller toute la journée pendant qu'elles bossent. Il faut qu'elle lève la main pour aller faire pipi. Je sais comment il va faire, un patron. Il va arriver à la place de la contre-maîtresse. Il va dire, je ne peux plus payer 25% les heures supplémentaires. On est tous à 10%, il y a quelqu'un qui est contre? Il n'y aura personne qui sera contre. Donc il va gagner en faisant travailler plus et en faisant gagner moins ses salariés. Le deuxième, celui à 35, je le connais, rue Mellet. Il dit, moi je peux payer les heures sup, 25%, je peux y arriver. Il va chercher à continuer, mais le banquier va venir le voir. Il va lui dire, mais monsieur, vous n'avez pas de bon ratio entre le nombre de salariés que vous avez et la marge que vous dégagez. Et moi, banquier, ce qui m'intéresse, c'est la marge que vous dégagez. Et vous comprenez bien que vous dégagez trop peu, je suis moins intéressé par vous, et là vous avez un problème de trésorerie. Je ne vais pas vous aider si vous ne faites pas mieux, et vous savez que vous pouvez faire mieux maintenant, passer de 25 à 10%, comme votre voisin là-bas l'a fait. Et le patron qui voudrait être bon ne pourra pas l'être. Parce qu'avant il disait, je ne peux pas, c'est la loi. Et maintenant, le banquier va dire, c'est plus la loi, ça dépend de vous. Négocier avec vos 35 salariés, passer de 25 à 10%. Et il ne va pas résister longtemps, il va passer de 25 à 10%. Et quand au troisième, quelqu'un de salarié à la rue d'à côté, ben lui, il va dire je compense. Il va donner un blouson à chacun de ses salariés à la fin du mois pour les heures supplémentaires qui seront plus majorées. Vous aurez introduit le dumping social à 3 rues d'intervalle dans la même branche, en tirant tout le monde vers le bas, sans possibilité de protection ou de quiconque qui peut invoquer une loi, puisque la loi n'est plus là. Ça n'est plus d'ordre public social que de payer ainsi les heures supplémentaires. Moi, je vous dis tout de suite ma position. Je voudrais que les heures supplémentaires soient rendues plus coûteuses que l'embauche. Je voudrais qu'elles soient à 50% dès la première heure, de façon à ce qu'on donne moins de travail à ceux qui en ont déjà et qu'on en donne à ceux qui n'en ont pas. Bon, c'est une façon de voir les choses. Mais oui, la façon inverse. Vous allez faire travailler plus, pousser plus, tirer plus sur ceux qui ont déjà un boulot. Il n'y aura pas d'embauche et ceux qui ont déjà un boulot gagneront moins. Voilà. Vous direz, t'as pris les heures supplémentaires, est-ce qu'il y a d'autres exemples? Oui, bien sûr. Savez-vous que, puisque tout est négociable, eh ben, les patrons pourront négocier quand commence la semaine. Vous croyez naïvement qu'elle commence le lundi, je sens. Eh bien non. Le BHV à Paris a proposé aux organisations syndicales un accord pour que la semaine commence le mercredi. Il y a toutes les organisations syndicales. 1, 2, 3, 4, 5, le dimanche c'est le 5e jour, il n'est plus majoré. Il n'y a plus besoin de repos compensatoire pour le dimanche. Vous vous arrangez avec le calendrier républicain en décidant que la semaine commence le mercredi. C'est devenu possible. Vous pouvez avoir sur le temps d'habillage. Le temps d'habillage est une chose très compliquée, mais vous avez vu qu'à Saint-Nazaire, Airbus propose maintenant à ses ouvriers de pointer qu'après avoir mis leur bleu. Alors qu'avant, ils pointaient avant. Donc ils carottent environ 20 minutes par jour pour arriver, là ça fait 10 heures. Et le patron ne s'est pas gêné, il a négocié les 10 heures, en fait c'est 20 heures au total,
des habillages et des habillages, les 20 heures à 60 euros. Donc en fait, moins que le SMIC, c'est simplement une contrepartie, alors qu'avant, il payait ses heures à taux plein, comme les autres heures. Alors, temps d'habillage, en plus, c'est un truc excellent comme exemple, parce que vous savez que le temps d'habillage, au moment du Front Populaire, quand on avait les 40 heures, tout le monde s'en foutait. Les gens mettaient leur lieu de travail, ils avaient une pause, ils casse-routaient, tout le monde savait qu'on pouvait obligatoirement casse-router et faire une pause en 8 heures de travail, et que le bleu, on le mettait sur son temps de travail. Qu'est-ce qui a distingué le temps d'habillage, le temps de casse-route et le temps de pause? C'est Pétain, dans la loi du 28 août 1942. Et il n'a donc pas touché aux 40 heures, mais les a rallongés de facto, en faisant qu'on déduise du temps de travail effectif. Alors c'est resté comme ça pendant 70 ans jusqu'à la loi Aubry. À la loi Aubry, la première, je m'étais battu pour qu'on dise le temps de travail effectif, c'est quand vous êtes sous les directives de l'employeur. Point. Alors le patron a été monté au créneau. Ah non. Moi je dis si, vous êtes subordonné, vous êtes sous les directives, point. Et donc fait rajouter, par le biais du Sénat, en faisant le siège à l'époque de Lionel Jospin et Martine Aubry, ils ont fait rajouter sans pouvoir vaquer librement à vos occupations personnelles. Quand vous êtes sous les directives de l'employeur, sans pouvoir vaquer librement à vos occupations personnelles. Et là, vous avez tout réintroduit, la pause pipi, le gastro, etc. Tout. Vous pouvez calculer tout différemment. Et d'ailleurs, vous venez de voir, à comment ça s'appelle, Télémarketing, Téléperformance, à Toulouse, à Blagnac, là, la semaine dernière, ils ont demandé à ce que les salariés demandent la pause pipi par mail. Par mail, d'accord, pour la déduire du temps de travail. Mais vous croyez que c'est quoi? Après, c'est du temps qui passe de cette façon-là. Et donc, le temps, c'est de l'argent, eux gagnent chaque fois en termes d'appel, en termes de rentabilité, et donc ils subordonnent, c'est ça la vérité, les besoins humains, la vie intime des gens, à la négociation sans protection légale. C'est ça, tout ça qui saute. Et donc, on avait obtenu quand même sous la loi Aubry 2, je m'en rappelle parce qu'on a gagné 2 fois au Parlement, alors que tout le monde n'était pas là, mais c'est pas grave, la définition du temps de travail, puis à la fin, dans la deuxième loi, on avait quand même fait quelque chose pour l'habillement, parce que dans l'agroalimentaire, ils mettent 117 heures à s'habiller et à se déshabiller par an, gratuitement pour le patron. Moi j'avais fait le calcul à l'époque, quand c'était 40 annuités, ça fait 4760 heures, je crois, dans sa vie, à s'habiller et se déshabiller gratuitement pour le patron. J'avais dit non, il faut payer ça. Ah, ils avaient dit non. Et donc finalement, il y avait eu une contrepartie sur la feuille de paye. Ça avait dit, il faut une contrepartie. Alors, pour vous donner l'exemple, je m'en souviens bien parce que ma fille travaillait chez Quick, elle avait un contrat de 20 heures et elle faisait 24 heures. Le temps de s'habiller, de se mettre en place, elle disait, pourquoi je fais 4 heures de plus que mon contrat de 20 heures? Bah parce que tu t'habilles, tu mets en place, c'est pas payé. Et alors, elle avait vu arriver à la suite de la deuxième loi Aubry, sur sa feuille de paye, 0,2%. Petite prime, quoi. Pour la contrepartie. C'était ce qui venait d'être gagné par la loi. Ben, croyez-vous, ils remettent ça en cause dans la loi El Khomri aujourd'hui, les 0,2%. C'est que la petite contrepartie gagnée en 1999 et 2000 pour le temps d'habillage qui était infime, 0,2%, est remise en cause dans les négociations. Le patronat s'apprête à faire partout comme dans Airbus et à remettre en cause le moment où vous mettez votre bleu de travail, où vous vous touchez, où vous allez jusqu'à votre poste de travail, parce que ça sera discuté de cette façon-là partout. Vous rapprochez la pointeuse de la machine et vous l'enlevez du lieu où vous vous touchez et du lieu où vous vous habillez. Et vous gagnez chaque fois 20 minutes, 40 minutes, 1 heure, parfois, c'est des grandes usines, parfois, sur le temps de chaque salarié. Et 1 heure, ça fait 2 heures dans la journée, aller, retour, et puis ça fait calculer sur le mois. Quand vous n'avez plus la loi, quand vous n'avez que la négociation, tout va se produire de cette façon-là. Et c'est pour ça qu'il faut l'expliquer aux gens, qu'ils vont spolier, même ceux qui ne s'intéressent pas au droit du travail. Ils vont voir un jour ou l'autre l'effet. Leur public social va se dissoudre comme un sucre que vous laissez, vous savez, quand il y a un peu de café dans le fond de la tasse, vous voyez encore les arêtes blanches du sucre. C'est un sucre, mais il est en train de fondre par la base. Et c'est ce qu'on appelle le renversement de la hiérarchie des normes du droit du travail. C'est-à-dire qu'avant, leur public social, quelque part, venait d'en haut. D'une loi cadre, d'une loi, d'un accord national interprofessionnel, d'un accord de branche, et s'imposait à l'accord d'entreprise. Et maintenant, vous allez avoir l'accord d'entreprise qui va s'imposer à l'accord de branche, qui va déroger à l'accord national interprofessionnel, et qui va déroger à la loi. Vous avez changé de système historique. C'est pour ça que ce n'est pas une réformette, ce qui nous arrive. Ce n'est pas un événement comme les autres. Ce n'est pas quelque chose d'anecdotique. C'est une vraie contre-révolution.
Valls avait dit d'ailleurs, je ne fais pas une réformette, je fais une révolution. C'est vrai, en ce moment ils sont en train de banaliser sur les médias. Donc finalement, il n'y a plus grand chose dans cette loi, finalement, ça va quand même passer, ça va être amendé, ne vous laissez pas avoir. Ne vous laissez pas avoir. Tout est dans l'article 1, tout est dans la conception, et tout vient du fait que la négociation va l'emporter sur la loi. Et alors après, oui, il y aura des lois alors. Prenons un exemple. Vous avez entendu parler de celui-ci aussi. Vous avez un congé pour le décès d'un proche, très proche. Alors avant, vous pouvez avoir 3 jours, 5 jours, ça dépendait, y compris la convention collective. Là maintenant, le Badinter, il dit, vous avez un congé. Le patron négocie. Tu as une demi-journée. Et si ça ne va pas, si le patron n'a pas bien négocié, ils inventent maintenant un système de lois supplétives. Faites bien attention, ils n'ont pas le même statut que leur public social, qui vont être écrites dans les 2 années qui viennent, jusqu'en 2019, qui va tenir la plume. Et ces lois supplétives vont être le corps de l'ex-code du travail, les sortes de lois voiture-balai. Quand l'employeur n'a pas bien négocié, eh ben, il y aura la réponse sur le congé qui sera pris. Et vous voyez bien, cette architecture bouleverse complètement le code tel qu'il était écrit depuis un siècle. Complètement. Le code est fait de sueur et de sang, de lutte et de larmes. Il est fait entre 1920, 1936, 1945, 1968, les lois au prix, les lois au roux, tout ce que vous voulez. Et bien tout ça, l'architecture du code se trouve modifiée. Alors, ça fait des concessions. Il a dit oui, non, d'accord. Dans les petites entreprises, alors 97% des entreprises ont moins de 50 salariés. 97%. Il n'y en a que 3% qui ont des comités d'entreprise, des CHSCT, etc. 97%. Et dans les petites entreprises, d'accord, ça pourrait être négocié avec un mandaté ou par décision collective. Qu'est-ce que c'est un mandaté? Les gens ne savent pas en général. Ça a déjà été mis en place plus ou moins pour les 35 heures. Moi je me rappelle, comme inspecteur, j'étais parfois un petit peu taquin. Je rentrais dans une entreprise, je voyais la première personne, je disais « Où est le syndiqué qui a signé l'accord ?» « Il n'y a pas de syndiqué chez nous. » J'allais voir une deuxième personne, où est le syndiqué? Non. Mais pourtant j'ai un papier qui a été signé là, pour les 35 heures avec un syndiqué. Ah, je ne suis pas au courant, allez voir le comptable. J'allais voir le comptable et je regardais son nom, c'était lui. Alors je faisais un peu taquin encore, je disais, c'est vous le syndiqué? Ah non, monsieur, je ne suis pas syndiqué. Je dis, mais si, vous avez signé un papier là, avec la CFTC. Ils vous ont donné un mandat pour négocier et c'est ça qui fait que vous avez des sous. Ah oui, le patron m'avait dit de faire ça l'année dernière, je m'en rappelle, je suis allé les voir, je ne sais plus où c'était d'ailleurs l'adresse. Mais oui, vous avez raison, c'est moi. Parce que vous êtes donc syndiqué? Ah non. Évidemment, le mandaté, ça sera le mandaté du patron, ça sera le neveu du patron, ça sera le comptable, ça ne sera pas le syndicaliste, ça ne sera pas le délégué. Donc si vous négociez par l'intermédiaire du mandaté, je viens de vous expliquer comment ça va se passer. Et la deuxième version de base, c'est de dire, vous pouvez négocier par décision collective. Qu'est-ce que c'est la décision collective? C'est la meute. Tous dans mon bureau. Ou alors tous dans la salle de réunion. Et à la salle de réunion, il se passe ce que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est plus 25%, c'est 10%. Et d'ailleurs, des grandes boîtes, là, les 3% de plus de 5 ans, l'ont fait chez Smart, il faut regarder Smart. Smart Daimler, une entreprise prospère, en Moselle, en Bâle, il y a 6 mois. Ils ont fait voter par référendum pour que les gens travaillent 39 heures payées 37 au lieu de 35. Ça n'a rien été contre. Mais dans le vote, ils ont fait la propagande de la menace, ils ont dit on va fermer. Ils ont réussi à obtenir 56% des voix pour. Mais dans les 56% des voix, 62% des ouvriers ont voté contre. Et les organisations syndicales majoritaires, là-bas, CFDT et CGT, la CFDT, métallurgie est absolument contre la loi El Khomri, disent on ne signe pas. Et la loi, c'est que l'organisation syndicale majoritaire décidait. Alors, un petit détail qu'il faut dire à tout le monde. C'est que quand les organisations syndicales sont majoritaires, elles le sont vraiment. Parce qu'il faut un quorum. C'est pas comme les élections législatives la semaine dernière, où vous avez 20% de votants. Il faut qu'il y ait 50% de votants. Les syndicats, quand ils sont majoritaires, sont vraiment majoritaires. Et il y a souvent 80% de votants dans les élections professionnelles. Et là, ce que prévoit la loi El Khomri, c'est que le syndicat minoritaire, qui aurait 30%, peut demander au patron d'organiser un référendum contre les syndicats majoritaires qui ont 50%. Exemple, la FNAC. La FNAC, ils ne veulent pas travailler le dimanche, les syndicats majoritaires refusent de signer, ils vont donc demander au syndicat minoritaire qui est pour d'organiser avec la complicité du patron, c'est le patron qui va poser la question.
et qui pose la question a souvent la réponse qu'il veut, n'est-ce pas? Et le référendum va se tenir sans quorum, contrairement à l'élection représentative d'avant. Donc ne vous laissez pas avoir par l'idée le référendum serait démocratique. Non, c'est un pistolet sur la tempe. Et ne vous laissez pas avoir par l'idée les salariés vont travailler le dimanche par volontariat. Essayez de travailler le dimanche si votre patron ne veut pas. Vous n'y avez pas pensé. Essayez de ne pas travailler le dimanche si votre patron veut. Évidemment, il n'y a pas de volontariat. Et s'il y a une résistance des organisations syndicales, je viens de vous décrire comment la loi El Khomri va casser la possible résistance des organisations syndicales, pourtant majoritaires. Alors, pas mal alors. Après, qu'est-ce qui vient? Prendre l'affaire du licenciement, parce que je ne peux pas les prendre tous. Je vais me faire une petite pub au passage. J'ai écrit avec un autre collègue, inspecteur du travail en retraite comme moi, on a décortiqué tous les articles. C'est un vrai manuel, hein, c'est un argumentaire complet. Je ne peux pas faire parce qu'il me faut 5 ou 6 heures pour faire tout. Mais je vais vous prendre le droit du licenciement. Le droit du licenciement, c'est un droit des femmes et des hommes fondamental. Fondamental. Parce que si vous êtes licencié facilement, vous ne pouvez pas défendre en amont. Vous demandez à votre patron, vous ne m'avez pas payé les heures supplémentaires le mois dernier. Le gars est dit dehors. Si vous n'êtes pas protégé, s'il n'y a pas des règles, s'il n'y a pas de codification, vous ne pouvez pas défendre vos droits en amont si le licenciement est si facile que ça. Le licenciement dont rêve le patronat français, c'est celui qui existe aux États-Unis. Vous avez peut-être vu le film, sinon voyez-le, In the Air, avec George Clooney. Je le recommande à tout le monde en ce moment. George Clooney joue le rôle de licencieur, il est tout le temps dans l'avion, puis chaque fois qu'il atterrit, il licencie, c'est son job. Et le licenciement dure 2 minutes. On vous convoque, on vous dit, monsieur, madame, on vous met à bord, on vous donne votre petit carton avec vos derniers crayons, on vous met 2 gardes du corps pour pas que vous partiez à vos collègues, vous sortez de l'entreprise tout de suite, et c'est fini, vous n'avez plus jamais le droit d'y revenir. Quelle que soit votre ancienneté, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. C'est comme ça que s'opère le licenciement. Obama dit quand même, il y a 24 000 morts par an aux États-Unis. C'est une société dure. Mais sur les 24 000 morts, il y a 200 patrons qui se font flinguer chaque année. Je le dis de temps en temps aux patrons français. Êtes-vous sûr de vouloir arriver à ce type de droit? Êtes-vous sûr qu'il faut affaiblir les prud'hommes? Êtes-vous sûr qu'il faut enlever la codification du licenciement? Car la codification, la Convention 158 le fait en 5 façons. La première, c'est que ça doit être écrit, ce qui ne se retrouve plus dans les préambules actuels. La deuxième, c'est que ça doit être motivé. Le MEDEF et l'UMP et LR veulent que ça ne soit pas motivé. S'ils l'emportent, ils le font. La troisième, c'est que vous ayez la possibilité de vous défendre. Là, les défenses ont été affaiblies, je vais en dire un mot. La quatrième, c'est qu'il a la possibilité de faire un recours devant les tribunaux, c'est là qu'arrive l'affaire du barème. Et la cinquième, c'est que vous ayez la possibilité d'être réintégré ou indemnisé. Ces 5 possibilités-là viennent d'être affaiblies successivement dans la loi Sapin, dans la loi Macron, et achevées presque dans la loi El Khomri. Alors, la motivation, vous savez que c'était déjà un vieux projet, puisque Villepin l'avait fait à travers le CNE. Pendant 2 ans, vous étiez licencié sans motif. À travers le CPE, pendant 2 ans, pour les jeunes qui voulaient licencier sans motif. Xavier Bertrand l'avait fait en 2008, avec la rupture conventionnelle, qui est soi-disant de gré à gré, mais qui est aussi sans motif. Donc ils avançaient, ils sont têtus toujours, ils renoncent jamais. Donc ils avancent dans ce domaine-là. Mais c'est pas encore le cas. Sauf que ça va le devenir. Ils cherchent par exemple à codifier dans l'entreprise le type de situation économique pendant 4 trimestres où l'entreprise ayant une difficulté, le licenciement devient presque automatique et les tribunaux ne peuvent pas s'en parler. Ensuite, après, vous avez le recours intérieur à l'entreprise. Il n'y en a presque plus. Avant, il y avait 3 comités centrales. Rappelez-vous la loi de modernisation de janvier 2002. Maintenant, il n'y a plus qu'un comité d'entreprise, un seul. Et puis le patron fait son projet tout seul. Et si le comité d'entreprise est en cours, le patron va voir le direct, parce qu'il n'y a plus de directeur du travail, c'est un directeur des entreprises. Et le direct homologue le plan. Et ça ne va plus au tribunal social, ça va au tribunal administratif qui est saisi. Et la loi Macron précise, je le dis, que si vous gagnez au tribunal administratif, et il y a eu pas mal de cas où il a été possible de gagner, mais si vous gagnez, ceci ne permet aux salariés concernés ni d'être réintégrés, ni d'être indemnisés. Donc en vérité, toute une série des droits. Pour ça que vous n'entendez plus. Vous savez, les FRANIB,
Pilpin, qui se battent pendant des mois, PSA, qui se battent pendant des mois pour essayer de freiner, trouver une alternative, temporiser, créer un rapport de force. Vous n'entendez plus ça? Parce que le droit, tel qu'il est au sapin et le conneries, du licenciement a déjà été fortement édulcoré, et vous allez voir qu'il l'est encore plus si nous n'arrivons pas à être 1,5 million le 5 et le 9 avril prochain pour empêcher cette loi scélérate de passer. Droit du licenciement, mais on peut prendre autre chose sur le droit du licenciement, c'est le barème. Vous avez tous entendu, les prud'hommes auraient un barème impératif. Ça n'a aucune chance de passer. Parce que déjà, Sapin avait essayé, Macron avait essayé, et le Conseil constitutionnel avait retoqué d'autres fois en disant le juge est libre. Pas de barème impératif. Le juge juge. Alors, je sais que le Conseil constitutionnel a changé, et que Laurent Fabius a remplacé Jean-Louis Debré. Enfin, je pense quand même qu'il dirait que c'est pas possible un barème impératif. Ceci dit, je suis quand même remarqué quelque chose. Il y a 5 ans, ils avaient réussi à faire passer des peines planchées pour les délinquants ordinaires, si vous vous souvenez, de la part sécuritaire, il ne faut pas que le juge soit trop indulgent, on a mis une peine planchée. Et là, il s'agit d'une peine plafond pour ne pas être trop sévère avec les patrons délinquants. Hein, c'est bien de ça dont il s'agit. Et là, ils ont dit non, finalement, elle n'est pas impérative, elle est indicative. Mais indicatif, ça a des conséquences sur le juge quand même. Parce que si l'indicatif, c'est 15 mois maximum, il ne va pas pouvoir facilement donner 25 mois pour quelqu'un qui se fait virer au bout de 30 ans de son bureau. Son boulot, parce qu'il va falloir l'expliquer pourquoi il met 30 mois au lieu de, ou 25 mois au lieu de 15. Et il faut qu'il argumente. Et donc ça va devenir difficile, c'est une véritable oppression. Vous savez quelle est l'origine de tout ça? C'est la lingère de Chamonix. Il y a une femme, à le grand hôtel de Chamonix, l'histoire est absolument authentique, qui avait travaillé de l'âge de 15 ans jusqu'à 65 ans comme lingère. Elle commençait, elle ne savait pas lire ses droits, elle ne prenait pas ses congés, elle logeait dans la chambre de bonne de l'hôtel. Et elle travaillait du matin 6h jusqu'à 20h le soir, tout le temps, tout le temps. Et elle a travaillé pour le grand-père qui dirigeait l'hôtel de Chamonix, puis pour le fils, puis pour le petit-fils. Et quand elle a eu 65 ans, le petit-fils, il l'a viré de la chambre de bonne, en disant ça suffit, quoi, dégage, quoi, ils sont toujours ingrats ces gens-là. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui l'a pris en considération localement, qui a reconstitué son dossier, qui a demandé des témoignages, qui a reconstitué ses horaires, etc. sur sa carrière en faisant jouer un dol exceptionnel de 30 ans, parce que sinon la prescription était 5 ans, mais elle est passée à 3 ans, puis à 2 ans. Et au nom du dol qu'elle avait subi, il a obtenu une réparation pour sa vie d'esclavage. C'était 231 000 €, je crois, pour une vie entière d'esclavage. Et c'est à ce moment-là que Laurence Parisot avait dit, c'est la preuve que les prud'hommes, ça insécurise les employeurs. Tout le barème, pour que jamais il y ait une autre lingère de Chamonix qui puisse obtenir ses droits. Je sais que je dis des choses sur un ton riant, mais vous vous rendez compte quand même de la gravité et de la violence que c'est pour des millions de personnes, en vérité. Pour des millions de personnes. Et qu'ils ont attaqué les prud'hommes en même temps. Il n'y a plus d'élection en prud'hommes. C'était la seule élection où les salariés pouvaient voter, où les immigrés pouvaient voter, où ils élisaient les juges de la République, où une fois tous les 5 ans, c'était pas terrible. Ils ont dit que ça coûtait cher, mais ça coûtait moins cher que les élections consulaires, les élections au champ d'agriculture. Ça coûtait 400,77 €, c'était moins cher que toutes les élections. L'autre dit c'est parce qu'il y a 34,5% de votants, c'est pas assez. Bah, si on arrête toutes les élections où il n'y a que 34,5% de votants, qu'est-ce que ce sera? Et ensuite, après, au lieu de 2 conseillers prud'hommes, il y aura un conseiller. Le juge départiteur va prendre encore plus d'espace qu'auparavant. Les procédures seront plus longues. Rachida Dati a supprimé 63 tribunaux prud'hommes sur 271. Vous avez une perte en ligne des possibilités d'accès. Il va falloir écrire les positions de justice orale pour les gens qui ne savaient pas s'exprimer. Donc c'est un recul. Un recul. Bon. Recul de l'inspection du travail. Recul de l'inspection du travail. Avant, vous aviez une section, il y avait un inspecteur, 2 contrôleurs, 2 secrétaires. Ils avaient un territoire géographique auquel ils étaient attachés. Ils étaient indépendants dans ce secteur. Moi, je peux vous donner mon expérience. Il y a 35 ans, quand je suis arrivé à Paris comme inspecteur du travail dans le 3e arrondissement, la directrice m'avait... Une dame assez extraordinaire, démocrate chrétienne, dans les traditions de la fonction publique d'après-guerre. Elle m'avait dit « Bonjour, monsieur Filoche. Vous êtes nommé dans le 3e arrondissement. C'est votre secteur. Vous vous débrouillez dedans. Vous êtes indépendant. C'est à vous de choisir les observations, les mises de mort et les procès-verbaux. Je ne veux pas en entendre parler. Je ne veux pas qu'un patron m'appelle une fois que vous soyez passé dans l'entreprise. Parce que je veux qu'il sache que c'est vous qui dirigez. C'est pas moi. C'est vous qui êtes indépendant, mais vous assumez. Allez-y, au revoir. » J'ai trouvé ça bien. Maintenant, c'est plus ça.
Le contrôleur est fondu avec l'inspecteur, il est regroupé dans une unité plus grande, une unité de contrôle, ils sont 7, 8, 9, et puis vous avez nommé un duc, un directeur d'unité de contrôle, ou une duchesse si vous préférez, qui prend tout en procédure. Ce n'est plus le droit pénal du travail fond, il est remplacé par du droit négociable, en plaidé coupable, comme aux États-Unis, où vous avez une amende administrative qui peut remplacer le fait que leur patron était avant envoyé en correctionnel. J'ai une collègue, elle s'est fait insulter. On se fait insulter 80 ou 120 fois par an, ça dépend, la moyenne, quand on fait des contrôles dans les entreprises. Et là, ma collègue, elle s'était fait traiter de gestapiste, et ensuite, comme c'était une femme, il y retourne à ta cuisine, tout était bouclé, elle fait un procès verbal pour obstacle et insulte, et quand elle le fait, le direct la convoque, elle et le patron, dans le même bureau. Il dit au patron, monsieur, vous avez fait une faute, vous allez payer 1000 € d'amende administrative et 1000 € à madame, et on n'en parle plus. C'est ma collègue qui s'est levée, qui a dit, mais je ne fais pas ce boulot-là pour ça, moi. Je veux que vous ayez au tribunal, je veux que ça soit marqué sur votre casier judiciaire, je veux que ça soit marqué à la porte de votre entreprise, et j'ai 3 journaux, je veux que ça soit publié. C'est comme ça pour faire face à un comportement de ce type d'un patron. Si vous passez en plaidé coupable avec des négociations administratives, avec un direct dont on a dit « fais bien ce qu'il faut à monsieur le patron », eh ben vous avez aussi changé de système. Vous n'avez plus la même inspection du travail. C'est le directeur qui décide de tout, y compris de la suite aux procès-verbaux. Et ensuite après, et regardez bien la loi Macron, et puis la loi El Khomri. Il n'y a plus de médecine du travail. La médecine du travail, c'est tous les 4 ans. Tous les 4 ans. La belle médecine de prévention, qui était faite par des spécialistes. Parce que le droit du travail, c'est une spécialité. Comme pneumologue ou pédiatre, il faut connaître l'entreprise, il faut regarder le corps humain à l'épreuve de la tâche, de la fonction, du stress, de ce qui est toxique, de ce qui ne l'est pas, de la machine. Voilà. Dégagez. Vous voyez l'ampleur de ce à quoi nous sommes confrontés. C'est une somme de choses. Inspection, médecine du travail, prud'homme, avec l'affaire du droit du licenciement, puis tout resoumis à la négociation dans le cadre des autres questions, y compris évidemment salariales, puisque maintenant quand une entreprise aura une difficulté, alors ils disent, c'est pas encore clair, un trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres, 4 trimestres, mais c'est facile pour un patron d'avoir des difficultés. Je vous les aménage toutes seules, les difficultés. Je vous dis que j'ai 3 € de moins dans chaque trimestre, c'est une difficulté, et c'est vous qui allez payer parce que vous allez travailler plus, vous allez gagner moins pendant la période. Et avant, quand Sarkozy avait proposé ça, c'était 1 an, ça s'appelait la loi Warsmann, du 22 mars 2012. Avec la loi Sapin, ça a été possible pendant 2 ans. Avec la loi El Khomri, ça devient possible pendant 5 ans. D'aménager les horaires, de modifier votre situation, de modifier votre contrat de travail de façon unilatérale. Et maintenant, si vous refusez cette modification quand elle est justifiée, vous êtes licencié de façon sèche, à titre personnel, sans protection du point de vue juridique, économique, ou reclassement, ou formation. Alors vous dire, mais non, Vache, il a quand même fait des efforts, il a proposé une garantie jeune. Vous avez vu comme moi, vous avez vu Laurent Berger d'un côté faire oui, et vous avez vu un jeune de la cage, Fage, dire oui. Je veux bien ça. Dire oui, qui reste demandé pour un plat de lentilles dans lequel il n'y avait pas de lentilles. La garantie jeune, il paraît que c'est 460 €, le ski grec. Et pour des jeunes qui sont vraiment dans la panade absolue, pour pas qu'ils soient à la rue avec leur chien, bon, 460 €. Il semblerait que ça puisse toucher jusqu'à 50 000 jeunes. Il était prévu depuis toujours qu'elle soit étendue, mais elle n'était pas étendue, on ne sait même pas combien elle touche vraiment. Et alors ils disent non, on va l'étendre. Premier effet d'annonce, bis. Puis le lendemain, le soir, les télés vous disent 900 000 jeunes concernés. Ben, si c'est 900 000 jeunes concernés, il faut dégager tout de suite 4 ou 5 milliards. Il faut faire un collectif budgétaire. Si vous ne faites pas de collectif budgétaire, évidemment, c'est non seulement une annonce bis, mais elle ne se fera pas. Et en plus, ils disent c'est pour 2017. Ah bah, on verra pour 2017. Donc le lendemain matin, les médias un petit peu plus honnêtes, pour certains d'entre eux, disent c'est 450 millions. Ah bon, alors c'est pas pour 900 000, on est sûr. Donc ça va être quelques dizaines de milliers en plus. Donc on vous a en papoté, pour rien. Hein. Et il y a des gens qui disent oui, il y a une garantie jeune. La deuxième chose, ils disent oh, pour les jeunes, on va faire autre chose, on va augmenter la formation. La formation, elle était de 150 €. Attention, hein. Le DIF, droit individuel à la formation, était de 120 € en 6 ans. Le compte personnel de formation, ce qui n'est pas la même chose, est de 150 € en 43 ans. Et là, ils disent, ah, ça va être 400 € pour les jeunes qui n'ont pas de diplôme du tout. Ni BEPC, ni CAP. Mais demandez à des pédagogues 400 €, c'est 1000 heures qu'il faut dans ce cas-là. Parce que vous allez reprendre une formation initiale absolument complète. Et vous savez bien que vous n'y arriverez pas, c'est les plus durs à faire revenir.
Donc on vous fait un deuxième ou troisième effet d'annonce, pipoté, n'est-ce pas? Puisqu'on prend les gens pour des gogos en disant « les jeunes, etc. » Il y a l'autre de la cage qui dit « Amen » et qui dit aux étudiants ensuite « on arrête le mouvement ». Bon, après, vous avez Valls qui vous dit « Ah, quand il y aura des problèmes de licenciement dans une multinationale, pour vérifier qu'elle ne triche pas, puisque maintenant le périmètre du licenciement est fait au niveau de l'établissement, il n'est plus fait au niveau de la multinationale, pour qu'elle ne triche pas, on va nommer un juge pour qu'il puisse enquêter. » Pauvre juge. Parce que s'il doit enquêter sur une multinationale pour trouver qu'elle ne triche pas, il va lui falloir un certain temps. Et personne n'a envisagé que les salariés étaient licenciés et qu'ils n'étaient pas à l'intérêt. Donc ça ne servait à rien. S'il y avait une preuve d'une bonne volonté dans ce sens, il y avait une solution. C'est que le 17 décembre dernier, le groupe socialiste au Parlement s'est enhardi la nuit et a décidé d'un amendement qui rendait la clarté sur les comptes de toutes les multinationales françaises. Il y en a 58. Christian Eckert, ministre du Budget, est arrivé au milieu de la nuit pour leur dire de renoncer à ça, de retirer leur amendement et que ça ne se fasse pas. Donc quand on vous dit qu'on va nommer un juge pour contrôler, non seulement on se moque de vous, mais on a la preuve qu'ils ne le veulent pas. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y avait dans les autres propositions de changement de base? Mais rien. Rien. Qui peut s'emparer en disant il y a quelque chose qui a été corrigé? Si. Les apprentis ne vont pas travailler 40 heures, mais vont rester à 35 heures. Attendez, il a fallu 500 000 personnes dans la rue. Il faut qu'on obtienne que les apprentis ne travaillent pas 40 heures ni 10 heures par jour. On en est là. On en est vraiment là. D'autant plus que la loi sur les enfants a été modifiée l'année dernière. Parce que j'ai parlé du docteur Pilarmé au début. Mais vous savez qu'il y a un décret, 1er février 2015, rentrant en application le 1er mai 2015, qui fait que les enfants maintenant ne sont plus protégés de la même façon au travail qu'avant. Alors pour tout comprendre, il faut remonter à Villepin, qui a permis l'apprentissage à 14 ans. Le travail le dimanche et de nuit à 15 ans. 15 ans, au lieu d'apprentissage à 16 ans. Je vous le dis tout de suite, je suis contre aucun môme dans ce pays qui travaille à 14 ans. Aucun. On dit, oui, mais ils ne sont pas bien à l'école. On n'a qu'à rendre l'école intéressante pour eux. Mais pas les envoyer au travail dans des conditions où ils peuvent risquer leur peau. Pourquoi? Parce que maintenant, l'inspecteur du travail n'est plus sollicité pour étudier s'il y a une machine dangereuse. Parce que maintenant, ils peuvent monter sur des escabeaux, des escaliers ou des marchepieds, alors que c'était interdit auparavant. Et vous avez là, près de Rennes, l'année dernière, dans un village, un jeune de 15 ans qui est monté sur l'échelle. Et il y avait une trémie en dessous, il est tombé de l'échelle, il est tombé de la trémie, il s'est tué. À Mulhouse, c'était un gamin, ils l'ont mis dans une boulangerie industrielle, ils l'ont mis à nettoyer le pétrin servi en route, il a été broyé. Je ne veux pas que les enfants travaillent. On ne peut pas accepter que les enfants travaillent. On doit revenir à 16 ans. Et on doit faire qu'il y ait une autorisation préalable de l'inspecteur du travail avant qu'il soit confronté à une machine dangereuse, même dans un restaurant, parce qu'on peut y percevoir dans une machine à broyer les pâtes. J'ai vu ça, moi, dans ma carrière. J'ai enquêté sur 14 accidents mortels du travail en 30 ans. J'ai été marqué par chacun d'eux. Et je ne veux pas qu'il y ait un enfant qui soit permis par Rebsamen, par Macron ou par El Khomri d'être obligé d'aller travailler dans ces conditions-là à 14 ans. Parce qu'on en est là aussi. Et je le fais avec gravité parce que je suis complètement survolté par ce qui nous arrive. Et je veux essayer de communiquer cela, de faire que personne ne reste insensible. Parce que je fais une réunion, 2 réunions en ce moment par jour là, j'en ai jusqu'à la fin avril. Et pour que, je sais bien les salles sont attentives, et je vous en remercie d'être là. Parce que le code du travail, il faut le bosser, il faut le comprendre, il faut le vivre, il faut l'apprécier. Mais après, il faut le dire à tous les gens. Il faut le dire dehors. Il faut faire toucher du doigt chaque aspect de la question. Il faut faire comprendre chaque risque. Il faut faire comprendre chaque changement institutionnel et la vie de chacun là-dedans. Alors ils vont dire, oui, t'as pas bien compris, Philoche, on va faire un compte personnel d'activité qui va vous compenser quand vous êtes licencié, puisque vous voulez faire maintenant plusieurs métiers dans votre vie et que la précarité, vous y êtes. Alors le compte personnel d'activité, vous avez entendu ça, ça commence seulement à percer. Alors moi j'appelle ça un calcul piégé d'assister. Et je vais vous dire pourquoi. Ils imaginent que c'est, je l'ai fait l'autre jour, ils m'ont dit c'est comme une carte vitale, mais à l'envers. Une carte ad vitam. Vous allez tous savoir ça. Alors, sur la carte ad vitam, vous n'aurez non pas des droits, mais des comptes. Alors, ils en ont listé 18. Mais aucun sou de plus. Hein. Alors, le compte épargne-temps, le compte formation, le compte pénibilité, le compte droit à jour de chômage, le compte droits parentaux, le compte 18 comptes. En fait, il redescend en ce moment. Parce que Valls a fait un changement. Il a retiré
Sans l'expliquer. Le compte du compte personnel d'activité, il a retiré le compte épargne-temps. Personne ne s'est interrogé à la télévision, aucun journaliste n'a fait son travail pour dire mais pourquoi donc a-t-il fait ça? Je vais vous expliquer. Parce que cette carte, à quoi sert-elle? D'ailleurs, ce n'est pas pour l'administration, c'est pour vous. Parce que la carte vitale, c'est l'administration qui l'a mis. Là, ça va être vous. Alors à quoi ça sert si c'est pour moi? Mais le compte, je les connais. Ah oui. Ben, je dis, c'est pour le patron. Ah non. Et ils ont fait, j'y suis un peu pour quelque chose, ils ont fait un amendement disant l'employeur n'aura pas le droit de vous demander cette carte personnelle d'activité. Ah bon? Voilà. Il n'a pas le droit de vous demander, elle est pour vous, c'est pas pour l'année. Mais à quoi elle sert? Alors, imaginez l'entretien d'embauche. Bonjour monsieur, je voudrais t'embaucher. Le patron dit, bonjour monsieur, je peux vous embaucher. Voulez-vous me montrer votre carte personnelle d'activité? Vous lui dites, bah non, vous n'avez pas le droit de l'avoir, vous n'êtes pas embauché. Mais, vous voulez t'embaucher. Comme il vous la demande, bien que ce soit illégal, vous allez lui donner. Il va voir quoi? Ah, vous avez 25 jours de compte épargne-temps. Pourquoi c'est moi qui paierai? Vous ne les avez pas pris dans l'entreprise d'avant? Je sais pas à vous payer 25 jours de compte épargne-temps. Donc il retire le compte épargne-temps. Et après, imaginez, vous avez le compte pénibilité. Vous avez déjà la rotule droite qui ne tourne pas bien. Le coude gauche qui a un début de cancer. Vous montrez ça, le gars il ne vous prend pas non plus. Après vous dites, attendez, j'ai 400 heures de formation, j'ai jamais lu avant, j'ai pour leur faire de la formation. Il ne vous prend pas non plus. Alors à quoi elle sert? Ils ont dit, c'est l'Europe. Ah, il y a une directive pour que les travailleurs détachés aient tous cette carte. Et qu'ils aient, quand ils vont d'un pays à l'autre, dans toute l'Europe. Ah bon? Mais alors qu'est-ce qui va la contrôler? Par l'inspection du travail. On est entre 12 et 1800 pour 1 200 000 entreprises et 18 millions de salariés. Par la police, bien sûr. Qu'est-ce qui va la contrôler? Le patron. Et vous savez, ça s'appelait le livret ouvrier au 19e siècle. Avant que Napoléon ne l'abolisse en 1856. Tous les ouvriers avaient un livret pour aller d'une entreprise à l'autre en montrant leur curriculum vitae, ce qu'ils avaient fait, etc. C'était la suite de la loi Le Chapelier. Et ça a duré pratiquement 70 ans en France. Et tout le monde luttait contre le livret ouvrier pour ne pas être contrôlé. Mais c'est ce que vous allez avoir avec la carte personnelle d'activité. Ne la prenez pas comme un atout, mais comme une menace. Parce que non seulement ils veulent vous licencier facilement, mais le projet maintenant c'est de vous trier à l'embauche. De retenir que ceux qui n'ont pas été syndicalistes, qui n'ont pas de problème, qui n'ont pas ceci, qui n'ont pas cela, et la carte personnelle d'activité, ça va être ça. On dit, non, t'exagères, t'as vraiment un mauvais esprit. C'est une carte pour vous aider entre deux boulots à bénéficier de droits complémentaires, etc. Mais entre deux boulots, donc c'est pas lié au boulot. Ça devient une carte personnelle. Mais comment vous allez faire? Qui va s'en servir? Parce qu'on sait ce que c'est les droits personnels. Le RSA. La moitié de gens qui sont éligibles au RSA n'y vont pas chercher parce qu'ils ne savent pas. Parce que c'est peut-être papier, parce qu'il faut être un peu poussé, il faut aller voir quand même une administration, il faut quand même jouer pour obtenir un peu. Les gens ne savent pas. C'est la même chose pour le chômage. On va vous dire avant juin que la caisse chômage est déficitaire. Vous entendez ça tous les jours. 25 000. C'est pas vrai, ne le croyez pas. L'assurance chômage est bénéficiaire dans ce pays. Parce que la moitié des chômeurs ne vont pas chercher leurs indemnités. Ne savent même pas comment faire, s'en vont à la première rature. Et donc en vérité, qu'est-ce qui arrive? Quand vous êtes individuel, vous n'allez pas chercher vos droits. Tous les gens qui sont les plus malheureux, j'allais dire quelque part, les plus incapables de pouvoir aller le chercher tout seul. C'est pour ça qu'on est pour des droits collectifs. Parce que dans des droits collectifs, vous avez quelque chose, le comité d'entreprise, ou le syndicat, ou des élus qui vont vous dire, fais attention, tu as droit à ça, tu as laissé passer ton droit. Et quand vous êtes dans un cadre collectif, vous pouvez en bénéficier plus facilement que quand vous êtes dans un cadre individuel avec votre carte personnelle d'activité. Donc comprenez bien, c'est aussi un changement brutal de la carte personnelle d'activité. C'est le remplacement du Code du travail. C'est le remplacement des conventions collectives. C'est le remplacement des accords groupés, globaux d'entreprises au sens syndiqué du terme qu'on peut parfois négocier selon le principe de faveur, par un isolement individuel où vous allez essayer de faire valoir, quand vous pourrez, des comptes d'ailleurs fort modestes, qui ne changeront pas votre destin, mais qui feront que ça complétera peut-être éventuellement des périodes de total creux dans lesquelles vous pouvez être plongé. Mais ce n'est pas l'avenir que nous voulons. Pas l'avenir que nous voulons. Nous voulons au contraire des droits collectifs. Nous voulons au contraire des droits vus par la République. Nous voulons au contraire que le salaire, le SMIC, soit augmenté, qu'il y ait un salaire vaccinatien. Hein, parce que quand même, quand on a deux Carlos, Tavares et Bigode, qui se payent 5,4 millions
et l'autre 7 millions d'euros. Il y a besoin d'un salaire maximal, là, je veux bien de la réglementation, là. Hein. Je vois bien une carte personnelle d'activité pour eux. Hein. De façon à ce qu'on sache, est-ce qu'on limite à 20 fois le SMIC, le salaire maximal, puisqu'il y a un salaire minimal. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, et non pas dans celui que je suis en train de combattre avec le plus d'énergie que je peux avoir dans la matière. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai tellement de choses encore. Vous savez, le droit du travail, c'est l'indice du degré du développement d'une civilisation. Comment la civilisation traite ceux qui produisent les richesses? C'est ça qui est en jeu. Et les richesses en France, c'est pas ce qui manque. Et les gens parfois disent, c'est à cause de la crise ou ça. Mais Hollande a dit, ça ne créera pas un emploi, c'est pour un nouveau modèle social. Qu'est-ce qui lui a demandé un nouveau modèle social de ce genre? La question de façon simple, c'est au contraire de dire qu'on veut le partage des richesses qui existent. La France n'a jamais été aussi riche. Alors Macron, pour justifier tout ça, il dit c'est parce que, si vous comprenez, si vous aidez ceux d'en haut, ça finit par ruisseler. Vous voyez l'image du verre de champagne que vous versez, il y a une pyramide de verre en dessous, puis vous aidez avec votre petit verre en bas pour avoir une goutte. Bien entendu, la société ne marche pas comme ça. Ça ne ruisselle pas, il siphonne. Il pompe, c'est comme des chalotes. Et vous avez 1% des gens qui possèdent 50% du pays. 1%. Et tout ce qu'ils enlèvent là comme barrière, c'est pour pomper davantage. Chaque fois qu'ils enlèvent un droit, c'est pour siphonner. C'est pas pour vous redistribuer, c'est pas pour votre bien. Il n'y aura pas d'emploi. Ce qui crée l'emploi, c'est le droit du travail, c'est la règle. Chaque fois que vous dérégulez, vous vous approchez du Bangladesh et non pas de la victoire économique. Si vous voulez une bonne économie, il faut des salariés bien formés, bien traités, bien payés, pas des flexibles. Les flexibles, ils produisent moins que les autres, c'est pas leur faute. Et une économie pour se développer, c'est pas de flexible dont elle a besoin, c'est de salariés conscients, respectés et qualifiés, et non pas de gens qu'on traite de façon absolument vulgaire et auxquels on enlève à la fois les droits et la dignité. Bon allez, je vous remercie de votre attention.